Rebonjour à tous, je ne me suis pas présentée encore, mais donc, je suis Anne-Cerise Tissot, je suis la coordinatrice du Life Nature Adapt. Et donc, on va animer cette table ronde avec Emmanuel Hans du plein air des Ballons des Vosges. L'idée, là, c'est qu'on a 3 gestionnaires qui ont bien voulu partager un peu leur expérience et leur questionnement sur la libre évolution forestière et le lien avec le changement climatique. J'ai vu dans le chat que il y avait des frustrations comme qu'on n'avait pas encore beaucoup abordé la question du changement climatique et cette table ronde va être l'occasion de le faire. Donc, j'espère que ça répondra à vos attentes sur ce sujet-là. Donc, on va déjà donner la parole aux gestionnaires juste pour qu'ils présentent en 3 minutes chrono chacun leur site et la gestion forestière qui est appliquée sur leur site. Et puis ensuite, on va plutôt fonctionner sous forme de questions, des questions à la fois adressées aux gestionnaires et à la fois à tous les participants voilà, qui souhaitent aussi témoigner. Donc, je passe déjà la parole à Léa, me semble-t-il, pour présenter ta réserve et la gestion forestière que vous faites. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? Non, on ne voit pas ton écran, Léa. Alors, tac. C'est bon, moi C'est en cours. je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Super. Très bien. Bonjour à tous, Léa Merkin. Je suis conservatrice de la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne, qui se situe à l'extrême nord-est de la France, au bord du Rhin. Cette réserve a été créée en 1982. Elle faisait alors 120 hectares et a été agrandie en 2006 où la surface a été multipliée par 7 et désormais il s'agit de 904 hectares avec un essentiel de périmètre d'extension qui était constitué par la grande île que vous voyez sur la carte, qui constitue 450 hectares. Et qui comprend une majorité d'habitats forestiers bordant directement le Rhin frontalier. Cette réserve est gérée par une association locale. Et donc, comme je l'ai dit, à peu près plus de la moitié des habitats sont des habitats forestiers. C'est un écosystème qui a subi de très nombreuses perturbations, puisqu'on part d'un Rhin sauvage pendant les 200 dernières années. Donc, on part du Rhin sauvage de la zone après, c'est-à-dire une zone dynamique avec une grande force érosive, vers progressivement un gui qui est un chenal unique. Et donc, en plus de tous les travaux, donc, toutes les conséquences que ça a pu avoir sur les milieux, c'est-à-dire tout arrêt de dynamique fluviale et bien sûr un arrêt des processus sylvigéniques de la forêt rhénane. Aujourd'hui, reste encore malgré tout une influence de la nappe phréatique et bien sûr les différentes opérations de classement de sites en réserve naturelle, les projets de travaux de restauration et de redynamisation du Vieux-Rhin qui ont permis de redonner en fait de la liberté aux cours d'eau et aux milieux naturels à travers différentes opérations, que ce soit une augmentation du débit, des possibilités pour les crues de pouvoir gagner des milieux supplémentaires, de régénérer la végétation qui sont sur les bancs de galets, par exemple. Vous avez aussi une opération assez conséquente qui a été réalisée dans les 10 dernières années, qui a consisté en recreusant sur cette île d'un chenal de 7 km de long et donc de retour d'un peu plus de nature dans un paysage et dans des milieux qui avaient été fortement anthropisés. Au niveau de l'évolution des peuplements et de la gestion, alors de tout temps, ce sont des peuplements de par la difficulté d'accès, la présence de moustiques, la nature des peuplements qui n'ont pas été fortement exploités. Et plus tard, tous les travaux ont entraîné, de par la création de cette fameuse île, une privatisation des terrains qui ont fait que c'est le concessionnaire qui est gestionnaire et donc une part d'exploitation.
en fait, depuis la création de l'île dans les années 20, hein, il n'y a eu aucune exploitation en tant que telle. Il y a bien sûr eu une partie de défrichement qui était liée en fait à l'installation d'une exploitation agricole, sans doute un peu de cueillette par les personnes qui habitaient sur l'île, mais pas d'exploitation au sens vraiment économique du terme, au moins depuis l'après-guerre. Bien sûr, les forêts de l'île du Rhin, elles portent la trace de l'homme, hein, mais depuis les années 80, où on a eu une stabilisation de la surface agricole, il n'y a plus eu de zones qui ont fait l'objet vraiment de défrichement ou de perte, en tout cas. On est plutôt dans un système de gain pour les parcelles forestières. Et ce qui fait qu'on a des situations vraiment très différentes selon les secteurs et qui ont plus ou moins été impactés sur des pas de temps beaucoup plus ou moins longs et courts. Et pour la partie pleine de la réserve, en fait, on est un peu sur le même schéma, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la réserve a été créée, progressivement, la possibilité de regagner des surfaces pour la nature a été portée par le gestionnaire. Enfin, pour ces milieux sous influence, on a essentiellement deux types d'habitats, hein, donc des forêts à bois tendre, donc des forêts qui sont situées à proximité directe des milieux humides, donc riveraines de grands fleuves, et des forêts dites à bois dur, chênaies charnais, qu'on retrouve sur des secteurs plus élevés. Au niveau de l'état de conservation de ces milieux-là, c'est des milieux qui ne sont pas stabilisés, hein. On a une mosaïque de stades et de faciès liées au contexte. Et on est aussi à un carrefour biogéographique qui est aussi à l'origine de la présence de tout temps en fait, d'espèces exogènes. Et pour simplifier un peu en termes d'orientation de gestion, eh bien nous, depuis la création de la réserve, pour tout ce qui est habitat forestier, c'est plutôt de la non-intervention et du suivi afin d'accompagner cette fameuse trajectoire dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, très rapidement. Je ne sais pas si j'ai respecté mes 3 minutes. Mais C'est Léa. On passe la parole à Joseph. Alors, est-ce qu'on peut arrêter le partage d'écran comme ça? Léa, si tu peux... Oui, j'essaye. D'accord. Laisse-moi la parole, Léa. Le fantôme Joseph. Bon, bonjour à tous. Donc, Joseph Garrigue, je suis le conservateur de la réserve naturelle de la forêt de la Massane. Donc, en 3 minutes, ça va être difficile, mais enfin, je vais essayer, je vais faire un effort. Donc, c'est principalement une hêtraie en contexte méditerranéen. On a vu sur les exposés précédents, en particulier celui de Johan Payet, que ça manquait de références vraiment en milieu méditerranéen. Et donc, il y a quelques forêts qui permettent quand même de faire des comparaisons entre forêts non exploitées et forêts exploitées et qui montrent des résultats quand même assez expressifs. Oui, bon, expressifs. Alors, la forêt de la Massane, située à l'extrémité des Pyrénées orientales, c'est le dernier contrefort avant la Méditerranée. Elle fonctionne un peu comme une île, en fait. Elle est isolée, cette hêtraie, au milieu du milieu méditerranéen, et les autres hêtraies se trouvent à plus de 30 km à vol d'oiseau. Alors, ce qui est très important à la Massane, c'est qu'on y travaille depuis plus d'1 siècle et que c'est vraiment un laboratoire en fait, à ciel ouvert, et c'est cette orientation-là qui est la plus importante en termes de gestion. Alors, les caractéristiques des forêts qui pourraient être intéressantes, c'est ce qu'on a un peu simplifié là avec l'ancienneté, la naturalité et la continuité forestière. C'est 3 notions très, très importantes qui permettent de conserver finalement la biodiversité dans nos forêts. Alors, c'est vrai que quand Johan parle de 20 ans, par exemple, d'exploitation, de non-exploitation comme critère d'évaluation, c'est évidemment pas suffisant pour qualifier une vieille forêt. Il faut aller beaucoup plus loin et aller au moins à la rotation de l'âge des arbres, au moins à 300 ans. Donc, c'est ça, des forêts anciennes.
Alors, et on voit que dans ce type de forêt, eh bien, on arrive à des diversités qui sont quand même très exceptionnelles, avec, par exemple, sur 300 hectares à la Massane, hein, je donne l'exemple de la Massane, mais il y en a d'autres, à plus de 8000 espèces répertoriées. Et effectivement, comme l'a signalé dans ses commentaires Hugo en particulier, c'est vrai qu'il faut tenir compte des particularités des espèces patrimoniales, et il y a des espèces que l'on ne va trouver que liées aux très gros bois, à des bois qui ont des décompositions très très lentes. Alors je prends l'exemple de champignons comme Ericium clatroides ou d'autres espèces de coléoptères qu'on va trouver que dans ces très vieux bois et qu'on ne trouvera pas dans les autres endroits. Donc l'analyse, elle doit être beaucoup plus fine quand on parle de comparaison entre exploitation et non-exploitation. Donc, ben voilà, c'est principalement un laboratoire à ciel ouvert à la Massane, hein, c'est l'objectif qu'on s'est donné en regardant la forêt évoluer naturellement. Donc, un petit modèle de libre évolution avec un petit bémol sur la libre évolution, parce que je pense que les commentaires vont fuser là-dessus, qui est le pastoralisme. Alors, voilà, le pastoralisme existe depuis le néolithique à la Massane. On a des dolmens, des menhirs, donc de l'activité anthropique. Hein. C'est très, très difficile, très compliqué sur le pourtour méditerranéen qui a été très habité, d'avoir des forêts qui ont pu échapper à la main de l'homme, et d'ailleurs partout en Europe. Mais particulièrement au milieu méditerranéen. Donc on a souhaité conserver un petit peu, parce que ça rejoint un petit peu les questions en termes de gestionnaire, de conserver quand même cette activité humaine comme elle était maintenue depuis des millénaires là-haut. Donc on a une race endémique du massif de l'Albert avec quelques vaches qui entretiennent finalement des pelouses qui ont été défrichées à l'époque, hein, par l'homme. Et donc, on essaye de concilier un petit peu la place de l'homme dans l'écosystème. C'est un petit peu notre, on va dire, alors évidemment, les vaches ne sont pas bienvenues en forêt et elles sont principalement concentrées sur les crêtes. Donc, on a des suivis classiques, hein, que ce soit les chocs, les stocks, tout le monde connaît ça, sur les oiseaux, sur la flore, sur les amphibiens, sur les libellules. Et puis, on a surtout un aspect cartographique sur la forêt et un observatoire depuis 20 ans, et on a 50 000 arbres donc, qui sont suivis avec des passages 2 à 3 fois par an pour regarder ce qui leur arrive. Et c'est à partir de ce potentiel-là qu'on développe en fait énormément d'études à la Massane. Alors on aura peut-être l'occasion d'en parler suivant les questions qui arriveront, mais je crois que je vais m'arrêter là en fait en termes de présentation de la forêt de la Massane. Merci. Merci Joseph. On passe la parole à Frédéric qui présente la forêt. On sort un peu de la France. Voilà. Oui. C'est bien, de temps en temps. On voit ton écran, mais c'est un dossier. Ça va arriver, j'espère. Vous voyez ma présentation? Non, on voit l'explorateur de fichiers. Et maintenant? Non, peut-être qu'il faut que tu arrêtes le partage et que tu recommences en étant sur ta présentation. Et maintenant? On ne voit plus de partage d'écran. Tu repartages. Et maintenant, je ne vois que mon écran et je ne vous vois plus. Et nous, on ne voit rien du tout. On voit rien. On se voit, nous, quoi. Ce que je propose, c'est que peut-être… sinon, tu présentes sans diaporama. Sinon, j'ai la présentation, je peux la… Ah, tu l'as, oui, Laetitia? si tu veux. Ah, bah, si tu peux la mettre, super. Ouais, je vais le faire. Désolé, excuse. Il n'y a pas de souci, Frédéric. Il y a toujours des soucis techniques La connexion avec la Belgique est compliquée. Il n'y a pas de problème. Juste 3 petites secondes, le temps que je l'ouvre. Peut-être tu peux te présenter déjà, Frédéric. Oui, voilà, je suis Frédéric Fass, chef du cantonnement de la région Bruxelles-Capitale, probablement le cantonnement le plus petit du monde, qui est responsable pour la gestion d'environ 2000 hectares de bois et forêts,
dont la forêt de Soignes et partie bruxelloise est l'entité la plus importante. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Merci Laetitia. Tu pourras me dire les diapos pour que je passe. Voilà, donc tu peux avancer. Donc, ça sera une présentation assez sobre. Voilà, présenter un peu la forêt de Soignes qui compte 4400 hectares en totalité, qui est partagée entre 3 régions pour complexifier les choses parce que voilà, la Belgique est assez complexe. Elle se trouve au seuil de Bruxelles, à 10 km de la grande place de Bruxelles-Capitale, et elle est dominée sur 2500 hectares par les hêtres. Donc, tu peux passer au diapo. Voilà. Et on se pose surtout des questions sur la position du hêtre à l'horizon de 2100. Il serait exclu sur 90% de la superficie selon une étude qui a été lancée en 2010. C'était une étude stationnelle, mais on observe une régénération naturelle acquise depuis 2005. Et ce qui est un peu drôle, c'est que les scientifiques se sont penchés sur la question pourquoi il n'y a pas de régénération naturelle depuis 1997 jusqu'en 2003. Et puis après, en 2005, la régénération naturelle est apparue et on ne sait toujours pas pourquoi et comment ça s'est fait. Ce qu'on observe très bien, c'est qu'il y a des fenêtres abondantes, quasi bisannuelles, et voilà, on est en train de saisir cette régénération naturelle, mais quel est le risque de ce pratique-là? Et puis le dernier dia, voilà. Des questions qu'on se pose, et des questions qui vont revenir pendant le table ronde, j'imagine, c'est est-ce que l'être s'adaptera? Est-ce qu'il va s'adapter de façon phénotypique, génotypique? Puis du faciès de la très cathédrale qui est très importante pour la région bruxelloise, qui est un paysage assez emblématique pour la région bruxelloise et ses visiteurs. Quelle gestion d'être? Est-ce que le chêne sessile comme essence alternative pourrait remplacer en cas de catastrophe avec les hêtres? Et la gestion futée régulière, qui est quand même la base de la gestion dans l'entièreté du massif, est-ce qu'elle est la meilleure adaptée aux effets attendus? Voilà, merci. Merci Frédéric. Merci à vous 3 de nous avoir présenté vos sites. Je passe la parole à Emmanuel. Je te laisse poser les premières questions pour lancer le débat. Oui, on avait prévu, bonjour à tous, hein, on avait prévu un petit paquet de questions avec Anne-Cerise. Vous y avez répondu pour certains partiellement. Il y a aussi beaucoup de questions sur le chat, alors on va essayer de jongler pour pouvoir répondre à toutes. L'une des premières questions que je pose aux différents intervenants, c'est est-ce que vous avez déjà observé des impacts du changement climatique sur vos réserves? Première question. Et est-ce que vous avez mis en place ou est-ce que vous avez prévu de mettre en place un suivi spécifique pour évaluer le changement climatique et les effets du changement climatique sur les milieux forestiers? On commence par Léa peut-être? Alors, sur la première partie de la question, est-ce qu'on a déjà observé des effets? Non, pas réellement, hein, à notre niveau. En plus, on a commencé nos premiers suivis vraiment spécifiques à la forêt il y a 5 ans, donc pas encore assez de recul. Et ensuite, justement, en parallèle à ce suivi-là, hein, et puis à notre participation au projet Life Nature Adapt et au diagnostic de vulnérabilité, c'est là justement que toutes les questions sur que suivre, comment est-ce que les suivis qu'on a mis en place actuellement seront vraiment adaptés pour répondre aux questions qu'on se pose et suivre justement l'évolution de ces peuplements? Est-ce qu'ils nous permettront vraiment de pouvoir répondre à ces questions? C'est vraiment ce à quoi ce gros travail de retour en arrière et de projection vers l'avant en fait, nous a mené, quoi.
Et notre participation là, aujourd'hui, était surtout pour arriver à transmettre ces interrogations aussi sur comment suivre, quels outils, comment adapter peut-être un certain nombre de nos outils qu'on utilise actuellement comme le PSDRF, mais comment faire pour arriver vraiment à suivre ces évolutions. Merci. Peut-être je donne la parole à Joseph pour continuer. Oui. Alors, la question c'était oui, s'il y avait des impacts du changement climatique mesurés déjà sur l'espace. Alors oui, évidemment, sur la Massane. Donc, on a une station météo qui est en place depuis les années plus 59. Et on a donc déjà mesuré, alors on va le passer à l'écran peut-être si Diane y arrive, bon, c'est peut-être pas grave. Donc on note déjà une augmentation en fait des températures. Donc vous avez les graphes là, qui s'affichent avec la courbe en rouge et puis en bleu les précipitations, et on voit donc une augmentation de la température. Donc on a gagné déjà 1,5 degré sur les moyennes, hein, et on a perdu 150 mm en moyenne par an, sur la moyenne des moyennes. Donc voilà, donc on a déjà sur les mesures physiques, déjà des mesures de ce changement climatique, de cette évolution en tout cas du changement global. Et on a mesuré cela grâce à notre observatoire de 50 000 arbres qu'on suit depuis 20 ans. On a eu la chance ou la bonne idée de démarrer avant 2003, et on a pu mesurer l'impact de la canicule et de la sécheresse de 2003. Donc c'était un événement exceptionnel, de courte durée, mais on a vu que voilà, on avait des mortalités extrêmement importantes. Et vous avez la carte qui s'affiche là avec les mortalités, c'est les arbres en rouge, hein, en fait, qui ont dépéri dès 2004, hein, enfin dès 2003, en fait, qu'on a mesuré en 2004. Et puis l'évolution des mortalités, puisque les arbres, ils prennent, je vais dire, ils prennent une pistache quand il y a un phénomène difficile. Et puis, petit à petit, ils sont affaiblis et tous ne s'en remettent pas, et ils mettent plusieurs dizaines d'années à mourir. Et donc, on voit l'évolution des mortalités. Alors, évidemment, depuis 2003, il y a eu une sécheresse chez nous 2009 très très importante, on a eu des températures très élevées 2006, voilà. Et donc tous ces phénomènes s'accumulent, et on voit bien que la forêt, voilà, des fois on est sur des mortalités certaines années 6% plus élevées que dans d'autres hêtraies à la Massane. Donc on dit souvent qu'à la Massane on est un petit peu un poste avancé du changement climatique et de ce qui va arriver aux autres hêtraies. C'était un petit peu l'intérêt de rentrer et d'être un des sites pilotes là du Life Nature Adapt. Alors, on mesure ça aussi sur la faune, hein. Il y a des éléments aussi sur la faune, et en particulier sur le stéli, par exemple, avec l'occurrence des crues. Et on voit, par exemple, l'année dernière, on a eu des crues tout à fait exceptionnelles de printemps, que l'on n'avait pas en fait avant qu'on fait un stéli. Depuis stéli, c'est suivi temporel des libellules, un suivi standardisé. Et suite à ces crues, on a eu un effondrement des populations de libellules. Alors évidemment, ça va probablement se réhabiliter, mais on voit là que des impacts très forts par rapport à des événements extrêmes. Et en fait, on a du mal, mais c'est effectivement tous ces événements extrêmes qui vont amener des perturbations et des modifications importantes sur les milieux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on commence à percevoir à la Massane. Ce n'est pas seulement un réchauffement progressif ou une baisse des précipitations, c'est aussi les événements catastrophiques en fait, qui augmentent et qui sont très impactants pour la faune et la flore. Merci Joseph. Alors, ce que je vous propose, je vais donner la parole à Frédéric. N'hésitez pas, alors soit en réponse directe, soit sur le chat, à partager aussi vos expériences et vos retours d'expérience sur les espaces que vous gérez. On continue par Frédéric. OK. Comme j'ai expliqué, notre forêt est dominée par les hêtres. On observe pour l'instant pas de dépérissement des hêtres qu'on peut mettre en lien avec les effets du changement climatique. J'ai mentionné les fennées abondantes quasi bisannuelles. Voilà.
On a perdu récemment les épicias. Heureusement, c'était que quelques petits peuplements en forêt de soins et en plus, l'épicéa n'était pas en station. Donc, ça, c'est un effet clair des étés très secs qu'on a vécu depuis 2016. Voilà, et voilà, il y a un suivi sanitaire des hêtres et des chênes depuis 2012, mais là, on n'observe pour l'instant pas d'effet négatif sur la vitalité qui est basée sur la défoliation ou l'appréciation de la défoliation. On voit bien un lien entre l'effet née abondante et la défoliation chez le hêtre. Ça c'est un effet normal. Est-ce que les fenêtres sont liés aux effets du changement climatique? Il y a une étude qui a été faite sur les fenêtres. Il y a apparemment un lien avec la température moyenne du mois de juin de l'année précédente qui fait que si un certain seuil est dépassé, on peut s'attendre à une fenêtre abondante à condition que le printemps suivant, il n'y a pas de gelée tardive. Merci. Oui, alors c'est intéressant de la comparaison avec la Belgique, hein, puisque nous aussi, c'est une lettrée. On n'a pas cette régularité des fenêtres, hein. Nous, c'est beaucoup plus irrégulier. On a des belles fenêtres, on va dire, tous les 4-5 ans plutôt. Et on n'a pas cette chance d'avoir des fenêtres tous les 2 ans. Et cette fenêtre, nous, en plus, en milieu méditerranéen, elle n'est pas toujours efficace. C'est-à-dire qu'on peut avoir des étés très, 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 très difficiles et les plantules ne résistent pas et ne passent pas l'été. Alors, parce qu'il y a quand même alors, on dresse toujours un tableau assez noir des mortalités de hêtres à la Massane, mais il y a aussi, on va faire un petit partage d'écran là, mais on a aussi évidemment de la régénération, hein, à la Massane, avec, vous voyez, l'évolution entre 2002 et 2012. En fait, on a les recrues, on a plus de recrues quand des arbres morts, quand des vieux arbres. L'épisode de 2003, un peu, c'est un petit peu le reflet de ce qui s'est passé dans les populations humaines. Et ce qui se passe actuellement dans la pandémie, hein. C'est les plus vieux et les plus fragiles, finalement, qui trinquent en premier. Et c'est ces classes d'âge qui vont être remplacées par des plus jeunes. Heureusement, derrière, la forêt se reconstitue et les très vieux arbres qui étaient très en forme restent en forme. Je pense que voilà, ça c'est assez intéressant à suivre. Et c'est vrai qu'on peut suivre ça à une relative grande échelle à la Massane, hein, puisqu'on a 30 hectares en fait de répertoriés de façon exhaustive, avec toutes les plantules, tous les arbres, etc. Donc on suit très précisément ce qui se passe. Alors je rajouterai une composante là, puisqu'on fait un comparatif hêtré, c'est qu'on essaye de travailler à l'échelle européenne au niveau des hêtrés et en essayant de regarder ce qui se passe au niveau du patrimoine génétique, justement, et regarder par exemple si les hêtrés de Belgique, si alors, c'est un programme qui s'appelle BitGenome. En fait, pas mal de. Je ne sais pas si vous avez participé sur les forêts qui sont citées là en Belgique. C'est le fait de séquencer entièrement des hêtres et de pouvoir suivre les traits de vie de ces hêtres, et en particulier les adaptations éventuellement à la sécheresse, et éventuellement des traits qui auraient un lien avec les fenêtres tous les 2 ans, par exemple, en Belgique. Et nous, est-ce que ça c'est régi justement par des effets génétiques ou pas, et on pourrait voir un petit peu, sachant qu'on a plusieurs lignées génétiques au sein de l'Europe. Alors, je ne sais pas si vous l'avez sur l'écran, oui, la petite carte Oui, on voit bien. montre les différentes couleurs, hein, voilà, qui montrent en fait les différentes lignées génétiques qu'on peut observer en Europe. Et on voit que voilà, la Massane en a une petite lignée. Et tout ça correspond en fait à l'histoire, hein, post-glaciaire, puisque le hêtre était conditionné et maintenu dans des petits refuges tout autour de la Méditerranée, et qui leur regagnait en fait le nord de l'Europe par une migration, hein. On l'a calculé, la vitesse de migration entre 150 et 300 mètres par an. Ce que je voulais dire. Joseph, tu as répondu à une des questions du chat. Là, mais tout ça pour dire que voilà, il y a différentes lignées génétiques et que c'est intéressant de prendre en compte toute cette diversité-là aussi, qui n'est pas qu'une diversité de l'espèce, mais une diversité
biodiversité aussi locale qui est très, très importante aussi en matière de biodiversité. Alors ça, c'est un petit argument pour la libre évolution en disant que peut-être que chacun, on a notre petit potentiel d'adaptation et qu'on manque cruellement de modèles de libre évolution. C'est ce qui est ressorti de l'étude de Johan, c'est que finalement, qui avait été menée là, par l'INRAE, c'est que les références, finalement, on a été obligé de prendre des références 20 ans de non-exploitation pour des forêts non exploitées. Voilà, c'est ridicule. Il faudrait des siècles. Enfin, il faudrait vraiment laisser des coins de forêt tranquilles pendant des siècles pour qu'on soit vraiment dans des modèles qui soient comparables, quoi. Et donc là, on s'accroche à des petits bouts de forêt qui n'ont pas été exploités, c'est déjà pas mal. Heureusement, on a gardé une forme de biodiversité. Des fois à l'échelle du paysage, le vieil arbre, il garde tout ce qu'il peut de la forêt. On a des espèces là, caractéristiques des vieilles forêts qu'on va retrouver dans les haies. Parce que le vieil arbre, le très vieil arbre, il est le seul à maintenir cette biodiversité-là. C'est terrible en France. On n'arrive pas à garder et à mettre en place des forêts en libre évolution qui seraient des vrais modèles de comparaison, quoi. Donc, il faut qu'on arrive à ça, qu'on ait cette ambition-là. 20% du territoire, c'est magnifique. Allons-y à fond, 30% encore mieux, et puis 50%. Je veux dire, à un moment, voilà, pour pouvoir comparer des modèles, avoir des choses comme il se passe en boréal ou en tropical, c'est dommage que l'étude sur la non-exploitation n'ait pas pris en compte le tropical aussi, parce que là, il y a des modèles de non-exploitation depuis très, très longtemps, quoi. Et ça a une importance non seulement pour le milieu naturel, la nature, mais on l'a montré aussi en termes de biodiversité que ça avait un impact pour nous, pour la santé aussi. Donc voilà, gardons et soyons ambitieux là-dessus, n'ayons pas peur de la nature quand même. On a trop peur de la nature, c'est incroyable en France. Voilà. Laissons-la vivre. Merci Joseph pour ta passion. Tu as répondu à une des questions qu'il y avait sur le chat de Thierry, mais il y a une question il y a deux questions qui sont similaires, qui demandent justement si sur les dépérissements, en fait, est-ce que ça remet en cause pour vous justement cette libre évolution? J'ai l'impression que non, mais je te pose quand même la question, parce qu'il y a eu deux questions sur le chat. Voilà. Est-ce que ça remet en compte cette gestion en libre évolution? Et puis ensuite, je donnerai la parole à Maxime, et il y a une question pour Léa sur le chat aussi. Alors, par rapport à la remise en compte de la libre évolution, non, on a décidé, et puis c'est une toute petite portion du territoire, hein, c'est 300 hectares, la Massane, qu'est-ce que c'est, quoi? Bon, si la Massane disparaît, si on s'est trompé, on se sera trompé. Mais la Massane, elle est là depuis des milliers d'années. Voilà, elle a été refuge glaciaire, elle a du potentiel, quoi. Moi j'ai pas peur de ça. Et elle a vécu des crises, et puis vraisemblablement, elle en vivra d'autres, et peut-être qu'elle nous survivra, en tout cas, moi, certainement. Non, moi, j'ai pas peur. Et puis, on voit bien qu'il y a de la régénération dessous. Alors, peut-être que ça va s'enrichir d'espèces méditerranéennes. On sent le chêne vert qui arrive sous la hêtraie. On voit cesser les changements. Et puis, chacun veut sa place. Donc, il y a des arbres méditerranéens qui veulent prendre la place du hêtre. Et pourquoi pas? On a aussi à la Massane des chênes énormes. On est aussi une érablière, mais fantastique. Alors, nous, on met toujours la hêtraie en avant. Mais on a aussi, sur les versants sud, une diversité d'essence et de maturité inégalée, je pense, ailleurs sur le milieu méditerranéen. Donc, c'est un bel exemple en montrant que ça tient et que là-dessus, ça soutient la biodiversité. Donc, non, moi, je n'ai pas peur du tout. Voilà. Et puis c'est un modèle. Voilà. Et puis on expérimente, et il faudrait expérimenter à beaucoup plus grande échelle, parce que finalement, il manque la grande proportion de ce qu'évoquait Alain Pertuis tout à l'heure, c'est cette dimension sur les grands prédateurs et puis sur la libre évolution sur les grandes échelles, quoi. Donc moi, j'aimerais que tout le massif de l'Albert, là je parle à Nicolas Drapier qui envoie des petits scuds sur la vache, mais on s'est déjà beaucoup expliqué là-dessus, mais en disant, voilà, mais mettons tout le massif de l'Albert en libre évolution, voilà, et des deux côtés, versant sud, versant nord, n'ayons pas peur. Maxime, tu voulais poser une question, intervenir? Ouais, bon, déjà, juste, j'abonde complètement dans ce que dit Joseph, et dans sa passion, il a raison, il ne faut pas avoir peur de la nature et il faut y aller fort, enfin, sur des grosses surfaces, et il faut y aller, quoi. C'était pas ça mon intervention, c'était pas pour féliciter juste Joseph. Nous, on a constaté un truc l'année dernière un peu particulier, et du coup, c'était une question clairement aux gestionnaires d'espaces naturels, de RN et autres. On a dans la forêt là dont je vous parlais, en fait, en limite, on a une
chênaie pubescente, parce que voilà, il y a des enjeux sur les habitats thermophiles. Alors, pour situer, pour ceux qui ne savent pas où on est en Bourgogne et en fait, on a pas mal d'habitats d'influence méditerranéenne, des pelouses calcaires xérophiles, etc. Et donc, en corniche de falaise, on a ces pelouses, les chênaies pubescentes et après, cette chênaie charmée sèche. Et en fait, c'est la première fois que je constatais l'année dernière des dépérissements ou en tous les cas des signes d'affaiblissement de chênes pubescents. Et j'étais assez bluffé parce que je me dis si ça commence à prendre cher alors que c'est une espèce plutôt thermophile. Du coup, je voulais savoir s'il y avait eu des observations similaires dans d'autres ENP, et notamment dans le sud de la France. Et voilà, c'est une question ouverte. Ok. Merci Maxime. Peut-être le lien avec justement la question qui a été posée à Léa sur le dépérissement du peuplier noir sur les milieux rhénans. Voilà. Léa? Oui, j'étais en train de plus ou moins répondre dans le chat. En fait, pour ce qui est des peupliers noirs, et le contexte pour nous, c'est un peu plus particulier, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est qu'on est dans un contexte où même si on n'intervient pas directement sur les milieux forestiers en tant que tels, on a des interventions sur d'autres types de choses, comme remettre en eau des bras qui peuvent, par voie de conséquence, avoir des impacts direct sur nos peuplements forestiers. Et donc, on a pour l'instant un peu de mal, puisque c'est très récent, à lier les deux choses entre elles, ces dépérissements ou pas. Voilà. Et pour répondre aussi sur les versants thermophiles, nous, sur certaines franges en bordure de pelouse sèche, hein, puisqu'on a vraiment une mosaïque de milieux héritée en fait, du système en tresse, on a effectivement observé en bordure directe de certaines pelouses sèches des mortalités de chênes assez importantes. Et qui nous interpelle en lien avec ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire la remise en eau quand même, avec logiquement ce lit de gravier qui devrait permettre aux arbres de pouvoir puiser de l'eau et qui ne semble pas forcément être suffisante pour maintenir, selon les gradients, certaines essences. Merci Léa. On passe peut-être aux questions suivantes, Anne-Cerise. Ouais, enfin, il y avait 3 personnes qui ont levé la main aussi, Emmanuel. Alors, je ne sais pas si, dont Frédéric, je sais pas, comme tu veux. Oui, je ne les vois pas les mains levées. Ah, tu ne les vois pas, pardon. Ouais, donc il y a Frédéric, Alain et Guillaume. Je propose que vous fassiez des interventions brèves et puis on passe un peu à la suite après. Vas-y, Frédéric. Donc, moi, je voulais partager la frustration de la part de Joseph. Hein. C'est le même cas en Belgique. Une petite anecdote, nous avons des réserves intégrales forestières qui font partie du patrimoine mondial des vieilles très primaires en Europe, et on a dû chercher, on a été sollicité parce que nous sommes le seul représentant avec de vieilles traits dans l'écorégion atlantique. Mais si j'ai bien compris, il y a aussi la France qui est candidat pour partager à ce patrimoine mondial. Voilà, petite intervention. Alain? Oui, très rapidement, je voulais dire que les forêts en libre évolution, c'est quand même de formidables laboratoires évolutifs à ciel ouvert. Et c'est d'autant plus important qu'elles nous permettent de remettre un petit peu en lumière des essences secondaires que les forestiers ont trop souvent négligées. Les alisiers blancs, les érables champêtres, tout un tas d'essences qui résistent spontanément beaucoup mieux que d'autres à la sécheresse. Au moment où le fameux plan de relance qui donne plusieurs millions d'euros pour la reconstitution des forêts après dépérissement, on voit apparaître des essences éligibles qui font peur, hein, qui sont le chêne rouge, le pin-téda, le robinier, tout un tas d'essences qui, au nom d'une résistance à la sécheresse, vont être plantées sans tenir compte, encore une fois, des conséquences sur l'environnement, sur l'écosystème. Donc voilà, les forêts en libre évolution, c'est un laboratoire qui peut nous donner plein de leçons. Merci Alain. Guillaume? Oui, c'était juste pour apporter une information.
que tout le monde n'a peut-être pas en sa possession. Depuis quelques semaines à peine, l'INRAE d'Avignon dirige un projet qui s'appelle Forgenius, qui réunit 19 partenaires dans 10 pays européens. Et ce projet Forgenius a pour notamment objectif d'aboutir à l'évaluation, je dirais, de la résilience des forêts vis-à-vis du changement climatique, justement. Et donc, ça se base donc sur une dizaine d'espèces forestières qui ont été choisies. Et donc, via des analyses génotypiques, phénotypiques, l'objectif est de voir un peu comment ces différentes essences vont se développer ou supporter les changements climatiques en cours. Et donc, parmi ces espèces, il y a le peuplier noir. Alors, j'en parle parce que la réserve nationale de Val d'Allier est un des sites où justement des prélèvements vont être réalisés, puisqu'on est une unité de conservation génétique du peuplier noir au niveau national. Parmi les autres espèces, il y a le pin maritime, il y a le hêtre, bien évidemment, le pin sylvestre, l'épicéa, le chêne pédonculé, le chêne vert, le frêne, etc. Donc voilà, c'est un programme qui est important et qui, je pense, pourra apporter bien évidemment vraiment des éléments très précis par rapport à l'adaptation ou pas de ces espèces au changement climatique. Merci. Il y a une question justement de chat pour savoir s'il y a un lien particulier vers ce projet. Guillaume, si tu peux le mettre dans le chat, ce serait super. Je vais voir parce que c'est tout récent. J'ai été sollicité il y a quelques jours à peine. Mais si jamais, et puis sinon, on mettra sur la plateforme plus tard si ça apparaît un peu plus tard dans l'année. Toutes les études sont intéressantes hein, au niveau génétique, au niveau spécifique, hein, de suivre évidemment quels sont les arbres et comment ils vont se maintenir. Mais on n'a pas de modèle, encore une fois, on n'a pas de modèle en libre évolution correct. Donc, soyons généreux parce qu'on va tester finalement. On teste des théories sur des forêts qui sont déjà super exploitées, très anthropisées, très appauvries, qui ne présentent pas toutes les caractéristiques d'une forêt en libre évolution. Donc, ayons le courage de faire des grandes surfaces qui vont nous servir réellement à faire des comparaisons qui soient sérieuses, quoi. Parce que là, finalement, c'est intéressant, la Massane, on le fait aussi, on travaille sur la génétique du hêtre, on regarde, on séquence le hêtre, on va regarder les traits d'adaptation sécheresse, regarder on a commencé déjà à travailler là-dessus, regarder quels étaient les parents qui contribuaient le plus à la régénération, est-ce qu'il y a des traits de vie là-dessus qui se dessinent. Mais il faut que ces traits de vie soient liés à leur écosystème, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient dans un milieu forestier, parce que quand on fait des petits arboretums à droite, à gauche, la plante, si on l'arrose, elle va devenir 3 fois plus grande. Ben oui, très bien, super, mais comment ça se passe dans des milieux naturels? Et ça, on a besoin de ça, on a besoin de ces références. Et donc, moi, encore une fois, là-dessus, à fond sur la libre évolution, sur des surfaces, qu'enfin on ait des laboratoires d'études. Alors c'est vrai, des zones comme celle que gère en gestion Léa, c'est super intéressant sur les grands fleuves où on a de la naturalité qui arrive assez vite, que c'est perturbé, ça bouge, et là c'est des super modèles. Mais sinon en plaine, en montagne, etc., on est vraiment pauvrette, quoi. Autant sur les ripicides, on arrive à bouger parce que le milieu naturel fait bouger les choses, parce que les fleuves, ils entraînent tout, ils ont une puissance de renouvellement qui est fabuleuse et de dispersion, etc. Il y a plein de phénomènes qui rentrent en jeu dans les ripicides qui ne sont pas aussi actifs dans nos forêts de plaine ou de montagne. Donc, voilà, encore une fois, il est temps de s'y mettre et d'avoir des vrais modèles, quoi. Voilà. Je voulais justement vous poser la question, Léa et Joseph, qui avaient participé du coup à l'expérimentation Nature Adapt. On voulait vous poser la question de ce que ça a permis comme réflexion et éventuellement sur les résultats que vous avez eus sur la forêt. Qu'est-ce que ça vous a appris de faire ce diagnostic de vulnérabilité? Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, nous, ça a vraiment été un révélateur au niveau des indicateurs et des suivis. Les grosses questions qui sont ressorties de tout ce travail-là, c'est comment suivre et comment
comment arriver à évaluer vraiment l'évolution et les trajectoires pour vraiment avoir des outils et des arguments pour discuter avec, effectivement, hein, comme tout le monde le dit, hein, arriver à continuer à défendre cette idée de laisser de la place à la nature et l'importance que ça peut avoir pour, pour des systèmes comme le système rhénan, d'avoir des espaces de liberté, des espaces où le fleuve puisse à nouveau regagner et rejouer son rôle dynamique. Et aussi parce que, comme on est dans un carrefour biogéographique, on a toute la question, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la question sur les plantations d'espèces exotiques, on a toute la question que certains nous posent, hein, de quid de la gestion de l'arrivée d'autres essences qui ne sont pas natives, et est-ce que ça continuera à être la forêt rhénane? Est-ce qu'on reste bloqué ou est-ce qu'on accompagne juste cette transition et on suit voilà. Et donc, beaucoup de questions, beaucoup de débats autour de toutes ces choses-là. Mais c'était un outil assez intéressant justement pour arriver à se reposer des bonnes questions et se replonger dans une réflexion et aller vers l'avenir. Merci, Léa. Joseph? Alors bon, tout ce qu'a dit Léa, évidemment, je le partage. Ça nous a permis de s'inscrire finalement dans une méthodologie partagée et profiter évidemment de l'expérience des autres sites pilotes. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir les différentes problématiques de très très haute montagne, le marin, le fluvial, etc. C'était vraiment très enrichissant là-dessus d'avoir une vision assez globale sur ce panel d'impact du changement climatique sur les milieux naturels. Ça nous a permis d'introduire des prévisions du GIEC finalement dans notre plan de gestion à venir. Et puis, ça nous a donné les moyens en fait, d'établir une synthèse de tout ce qu'on avait, d'une grande partie de ce qu'on avait fait à la Massane grâce à l'intervention des chargés de mission. Voilà, c'est aussi, on a besoin dans les espaces naturels de moyens, on manque beaucoup de moyens en fait pour poursuivre et pour être des vrais laboratoires du suivi de la biodiversité. Donc ça, c'était bien d'avoir à disposition Kenzo ES là, qui nous a fait un super travail. Et du coup, d'inscrire, pour parler très brièvement, c'était de faire un diagnostic de vulnérabilité de l'espace et d'établir un plan d'adaptation. Et donc, ça nous a permis de réfléchir à qu'est-ce qui était en tout cas très, très important pour nous en termes de diagnostic de vulnérabilité et d'axer finalement ça sur la hêtraie, plutôt que sur des espèces patrimoniales, etc., en se disant que voilà, les réflexions étaient nombreuses, hein, mais voilà, en gros, c'est ressorti qu'il fallait travailler vraiment à l'échelle de la forêt, c'est ce qui était intéressant, et donc d'avoir une gestion finalement beaucoup plus intégrative, je dirais à l'échelle locale et du bassin versant, puisque finalement tout est lié, et il faut évidemment la Massane, c'est pas un point indépendant du reste, hein. Et puis élargir même cette réflexion-là à l'ensemble global de la répartition du être, et finalement de regarder ce qui se passe jusqu'en Belgique et de regarder un petit peu voilà, comment là-bas ça réagit, et puis de prendre ces leçons-là et puis d'essayer d'intégrer toute cette réflexion-là globale, quoi. Donc voilà, ça a été les principaux, je vais dire, apports de ce Nature Adapt. Et puis, il va s'enrichir avec un site pilote, et ça, c'est aussi quelque chose de super intéressant. Voilà. Dont la forêt de Soignes fait partie. Est-ce qu'il y a des... Peut-être on peut faire un petit tour là, s'il y a des questions aux intervenants. Sinon, Emmanuel, je te laisse continuer avec les questions qu'on avait. On y a déjà répondu. Joseph y a déjà bien répondu. La question suivante était de se demander si le changement climatique avait déjà eu des impacts sur les modalités de gestion forestière et si potentiellement ça pourra en avoir dans les temps à venir. Est-ce que peut-être Frédéric peut commencer à répondre pour la Belgique? Volontiers. Donc, je viens de terminer un nouveau plan de gestion en 2019
Pour illustrer un peu la complexité, le plan de gestion compte presque 1000 pages. Donc, le contexte bruxellois est assez particulier. Il y a plusieurs aspects qui jouent, mais évidemment, les aspects du changement climatique ont fort impacté la gestion et la gestion décrite dans ce plan de gestion. Un des effets que j'ai voulu absolument intégrer là-dedans, c'est qu'on ne fait plus des mises à blanc, on ne fait même plus des coupes par parquet. Donc, si on fait encore la gestion forestière, ce n'est que la gestion forestière futée régulière par pied, avec un suivi bien soutenu. Je suis gâté au niveau personnel, donc je peux investir dans mes gardes forestiers, les chauffer pour mettre en pratique la gestion futée régulière qu'ils ne connaissaient pas avant le nouveau plan de gestion. Donc, il y a une évolution qui est vraiment un défi, mais qui est vraiment stimulant pour moi et pour les équipes de terrain. Et voilà, il y a aussi la zone tampon du patrimoine mondial de l'UNESCO qui est au sein du massif. Là, il y a aussi des liens avec la gestion qui ne peut pas brusquer le microclimat en forêt. Et pour moi, comme gestionnaire forestière depuis 25 ans, le microclimat en forêt est très important. Et ça, c'est aussi en lien avec les objectifs Natura 2000. La forêt de soigne est complètement en zone Natura 2000. Là aussi, il y a des contraintes. Il y a un public qui est fréquent, qui est abondant, qui nous regarde sur les doigts, qui est très sensible aux coupes et surtout à des mises à blanc. Donc, ça nous aide aussi pour favoriser ce type de gestion. Et pour terminer, on a mis pour la totalité du massif 10% en libre évolution. Et moi, j'y ai ajouté encore les peuplements à vocation Étré-Cathédrale qui se trouvent dans la phase Étré-Cathédrale, et c'est la phase entre 120 et 180 ans. Et vers l'horizon de 2043, c'est l'horizon final de ce plan de gestion, j'envisage de ne pas intervenir là-dedans. Voilà, mes petits ajouts. Merci Frédéric. Emmanuel, je me permets, comme tu ne vois pas les mains levées, il y a Juliette qui voulait intervenir et aussi Gaëtan. Juliette? Oui, bonjour tout le monde. Là, on t'entend très mal, Juliette. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. J'augmente le micro. Donc nous, au Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, on faisait partie des sites pilotes du projet Nature Adapt. Donc nous, notre réserve, elle fait 9000 hectares, la réserve de Six-Fer-à-Cheval-Passy. Et je voulais intervenir sur 2 points. D'abord, pour répondre présent aux besoins de laboratoires et de réserves qui pourraient servir sur la naturalité et le suivi. Nous, en fait, ce qu'a permis le projet, c'est de reconsidérer la place des habitats forestiers dans le plan de gestion. On était très orienté préservation des pelouses alpines et subalpines. Puis on se rend compte que finalement, ce qui va plus gagner dans la réserve, c'est ces habitats forestiers sur lesquels on investissait moins de temps, d'énergie en termes de suivi, de protection et de connaissances. Donc déjà, je pense que voilà, ça, c'était les apports du projet pour compléter ce qu'avaient dit Léa et Joseph. Et en fait, on se rend compte que on arrive un peu... on n'est encore pas trop tard pour réagir vis-à-vis du nouveau plan d'aménagement forestier qui va être mis en place. Sauf que nous, on est confronté, le technicien sur place avec qui on s'entend bien, ce n'est pas le même que les gens d'Annecy qui font le plan d'aménagement forestier. Et on s'en démunit en termes d'argumentaire pour leur proposer plus de parcelles en libre évolution. Et donc, on aurait besoin en fait de ce qui a déjà pu être fait chez vous dans d'autres espaces naturels protégés pour leur proposer cette idée d'aller moins sur des parcelles toujours en production et d'en garder plus pour la libre naturalité. Et en parallèle de ça, on sait que si on propose ça, il va nous falloir lutter contre des gens qui sont plus conservateurs de la nature que nous, c'est-à-dire les habitants qui sont très attachés aux alpages et qui voient l'avancée de la forêt ou même pour nous, ce qui serait super, la survie du hêtre plus haut en altitude, comme quelque chose de catastrophique en fait. Donc on a un peu ces doubles enjeux, à la fois avoir un argumentaire plus solide vis-à-vis du plan d'aménagement forestier qui va bientôt être établi sur naturalité. Donc ça, c'est un peu un appel. Si vous avez déjà rédigé des choses, ça nous intéresse. Et la deuxième chose, c'est sur l'acceptation sociale
des évolutions en libre naturalité. Nous, en montagne, c'est vraiment un patrimoine culturel de l'alpage qui est mis en danger par cette libre naturalité et qui pose question avec les locaux. Voilà, 2 petits compléments. Merci Juliette.